Bonjour à tous, bienvenue à ce sixième webinaire de la série DNAD virtuelle, aujourd'hui consacré aux innovations sur les switches Catalyst 9000. Alors, il est intéressant de resituer un petit peu ce webinaire dans l'histoire que nous vous avons racontée depuis maintenant 3 semaines, et je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent, parce que vous êtes nombreux connectés au WebEx. On a commencé un petit peu à raconter les transformations, les transformations numériques au sein de l'entreprise, notamment avec le besoin de mobilité, hein, les nouveaux besoins qui ont émergé en termes de simplification, de visibilité, de sécurité. Et au cours de ces derniers webinaires, on vous a présenté comment on répondait à tous ces challenges avec la solution Cisco DNA Center. Tout d'abord sur la simplification avec de l'automatisation, la visibilité avec DNA Assurance, Software Defined Access pour apporter plus d'automatisation et aller plus loin également dans la sécurisation avec de la segmentation, même de la micro-segmentation. Et il y a 2 jours, Sébastien Fernandez vous a présenté comment tout ça, finalement, allait plus loin que le réseau. Alors, j'ai l'impression que j'ai été muté. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Merci à tous. Désolé, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose sur WebEx. J'ai été muté. Alors, je ne sais pas du tout à quel moment. Donc, je vais continuer comme si de rien n'était. Alors, je préviens un petit agenda. On va commencer à voir un peu cette famille Catalyst 9000, une introduction assez basique. Puis, on va plutôt parler aujourd'hui fonctionnalité. Fonctionnalité, architecture, je vous ferai une petite démo pour montrer un petit peu la GUI du Catalyst 9000, montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et puis, j'ai choisi également de vous parler architecture, comment on va pouvoir le déployer, dans quelles architectures. Et je terminerai alors très rapidement sur les plateformes, le hardware. Hein, finalement, vous aurez bien évidemment tous les transparents à disposition à la fin de cette série DNAD. Vous pourrez regarder le détail du matériel exact, nombre de ports, scale, etc. Donc vous aurez toutes ces informations. Je vais passer très rapidement là-dessus et terminer sur les messages de base. Alors voilà, ça devrait nous amener à une fin aux alentours de 18h, 18h30. Mais promis, je vais vous libérer quand même pour la pause déjeuner. Alors, la famille Catalyst 9000, le message principal que je veux vous expliquer ici, c'est que on a axé un petit peu toute notre réflexion DNA sur l'automatisation, l'expérience utilisateur avec assurance et la sécurisation. Le point qui est important de comprendre, c'est que on ne peut pas faire toutes ces fonctions avec juste un contrôleur ou un DNA Center ou n'importe quel software qui serait mis on top du réseau, qui implémenterait ces fonctions sans avoir un support, sans avoir des fonctions sur les équipements. Je prends l'exemple, par exemple, d'assurance, l'expérience utilisateur. Si on veut comprendre quelles applications sont utilisées par les utilisateurs, il faut bien à un moment donné qu'on ait un équipement réseau qui soit capable de faire du Deep Packet Inspection, capable de comprendre ce qui circule dans le réseau. Donc on a besoin d'avoir sur l'équipement réseau, sur le switch, on a besoin d'avoir un minimum d'intelligence pour être capable d'avoir ce Deep Packet Inspection.
je vais prendre l'exemple de la sécurité maintenant. Quand on a fait de la micro-segmentation, pour que la micro-segmentation puisse fonctionner, il faut qu'on ait sur les équipements la capacité d'interpréter ces fameux groupes de sécurité dont je vous ai parlé la semaine dernière, ces fameux SGT, Scalable Group Tag, pour pouvoir tout simplement implémenter les fonctions de sécurité avec un minimum de scale. Et point de vue automatisation maintenant, alors oui, l'automatisation, ça comprend beaucoup de choses, l'automatisation. L'automatisation, ça va être la capacité, notamment de pouvoir supporter des API de programmation. On parlait de NetConf, NetConf Yang évidemment, pour pouvoir avoir la capacité de programmer réellement l'équipement réseau. Ça va aller au-delà de tout ça, la capacité d'avoir du guest shell, de pouvoir faire tourner des scripts Python au sein de l'équipement réseau, la capacité de faire du plug and play. Si je prends l'exemple du plug and play, comment espérer faire un onboarding du device comme ça vous a été présenté il y a maintenant 2 semaines sur cette partie Zero Touch Provisioning, comment espérer faire ce plug and play sécurisé? Ouais, c'est ça qui est important, c'est que ce plug and play il est sécurisé, c'est pas juste un DHCP, TFTP comme ça existe depuis 30 ans. C'est comment on peut monter une connexion sécurisée entre le switch, un serveur pour récupérer un operating system et récupérer une configuration de manière sécurisée, sans qu'il y ait quelque chose sur le switch, ou le routeur, etc. Mais aujourd'hui on parle de switch, pour pouvoir mettre en place cette connexion. Voilà. Donc voilà, c'est tout le message. C'est qu'il est illusoire de penser qu'on puisse prendre un équipement réseau lambda, et puis mettre un software quelque part, alors dans un data center, dans le cloud ou autre, et puis tout à coup faire en sorte que le switch devienne intelligent. Non, ce n'est pas comme ça. Cette automatisation, cette visibilité applicative, cette sécurisation, c'est un combo. C'est une alliance parfaite entre des capacités sur les équipements réseau et des capacités sur un orchestrateur et sur DNA Center en ce qui nous concerne. Voilà. Alors cette série Catalyst 9000, elle a été implémentée, elle a été pensée dans cette philosophie et elle a été vraiment créée sur des principes forts que je vais vous expliquer et elle adresse aujourd'hui tout, de l'accès jusqu'au cœur, alors de l'accès stackable switch modulaire, du cœur en pizza box, du cœur modulaire, etc. Et avec les mêmes principes. Alors ces principes, c'est un ASIC convergé, je reviendrai là-dessus, le même ASIC, ou le même type d'ASIC. Alors on va avoir des petites différences en termes de scale selon qu'on est sur un petit switch, un moyen switch, un gros switch évidemment. Un même operating system, et un même mode de licensing. Et ça, c'est extrêmement efficace parce que ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement consistant, d'extrêmement cohérent sur l'intégralité du réseau d'entreprise. Et quand je parle du réseau d'entreprise, on va voir, c'est bien plus que accès cœur distri, ça peut aller jusque l'accès MPLS, la mise en place d'une fabrique, etc., avec des architectures qui s'étalent sur des très très grands réseaux. Et vous avez compris, c'est d'ailleurs cette philosophie autour d'un operating system commun, elle s'étend jusqu'au wireless aujourd'hui avec la gamme Catalyst 9008, Catalyst 9100. On a aujourd'hui dans notre gamme Catalyst 9000, on a tous les éléments qui permettent, qui sont nécessaires pour la mise en place du réseau d'entreprise. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent, et je pense que vous êtes nombreux à connaître la génération précédente, j'ai voulu commencer un petit peu avec ce slide qui vous montre un petit peu comment tout ça, quels sont, on va dire, les remplacements naturels ou les évolutions naturelles pour les switches Catalyst 29. Catalyst 29 vers 9200, Catalyst 36, 3850 vers 9300, le 9400 qui vient être l'accès modulaire comme l'était le 4500E, et puis on a le 9500 accès à agrégation cœur, pizza box,
qui vient tout à fait en remplacement d'un 3850, 4000 XS ou 4500X et des 6840X, 6880X. Le 9600, pardon, peut tout à fait également remplacer le 6500E, le 6807 XL. Alors attention sur le 6807 XL en termes de scale, j'adresserai un petit peu ce point tout à l'heure. Mais le point, c'est de comprendre, c'est qu'avec le même ASIC, même operating system, eh bien, on adresse l'intégralité de la gamme. Avec des modèles on a étoffé la gamme, hein, c'est-à-dire la gamme on l'a sortie il y a 2 ans maintenant, il y a plus de 2 ans, peut-être même bientôt 3 ans d'ailleurs, avec des nouveaux modèles qui sortent, qui viennent compléter, alors des 9200 avec des ports MGig, on a sorti récemment des 9200 qui supportent un petit peu plus de VRF, hein, jusqu'à 32 VRF, pour pouvoir avoir un nombre de VRF important sur un encombrement minimal, hein, parce que le 9200 il n'est pas très profond. On a sorti des 9300L MGig, des 9300H UPO+, hein, jusqu'à 90 watts par port, je reviendrai là-dessus. Sur le 9500, des nouvelles cartes avec 48 ports MGig, donc 10 Go cuivre. Alors, tout ça, toute cette gamme fait qu'aujourd'hui, on a ce Catalyst 9000, très gros succès. On rencontre un très gros succès chez nos clients. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui ont choisi la gamme Catalyst 9000. Beaucoup de reconnaissance du marché, des élections Product of the Year, etc., 2017, 2018. D'autres prix qui ont été décernés, jusqu'à 2 millions d'unités vendues. 80% des 100 plus grandes entreprises ont déjà choisi le Catalyst 9000, et chez Cisco, c'est le produit qui connaît la croissance la plus importante. Donc ce qui montre à tel point le switch est très pertinent, et ce dans tous les segments du marché. Et ça va être ça un petit peu le cœur de ma présentation, c'est de vous montrer que quel que soit le cas d'utilisation, on a la capacité de répondre grâce à un Catalyst 9000. C'est vraiment un couteau suisse avec un nombre de fonctionnalités qui est impressionnant. Et pour avoir encore eu hier soir une présentation de la roadmap, je peux vous assurer que ça va continuer d'aller en s'accélérant. C'est extrêmement impressionnant le nombre de fonctionnalités qui sont implémentées, vraiment des choses très innovantes qui arrivent sur le Catalyst 9000 encore, pour pouvoir répondre à tous les cas de figure. Donc c'est vraiment le couteau suisse. Alors s'il vous plaît, inutile de poser des questions sur la roadmap dans le Q&A. On ne peut pas y répondre évidemment dans un webinaire public. Si jamais vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe de compte Cisco sur la roadmap. Nous pouvons évidemment en parler. Alors bien évidemment, tout ça on y arrive. Hein, cette programmabilité, automatisation, cette visibilité, cette sécurité, tout ça on y arrive grâce à ces principes de fabrication qui sont très forts. Tout d'abord, c'est pour ça que j'ai mis au milieu, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment cette ASIC programmable, UADP, ASIC qu'on a commencé en 2013 avec le 3850 et qui a su évoluer en scale, évoluer en programmabilité avec le Catalyst 9000, avec l'UADP2 et maintenant l'UADP3. C'est un ASIC qui est programmable. Alors programmable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rajouter des fonctionnalités, on peut le faire parce qu'on peut reprogrammer, on peut modifier le comportement, les actions que va réaliser l'ASIC. Dans un switch traditionnel, l'ASIC n'est pas programmable. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous voulez faire une nouvelle action sur un équipement réseau, disons si du jour au lendemain, vous voulez introduire du VXLAN ou une modification d'un header VXLAN ou quelque chose comme ça, si l'ASIC n'a pas été pensé pour, c'est simple, vous prenez votre switch, vous le mettez à la poubelle, vous devez en racheter un. Avec un ASIC programmable, on a la capacité de modifier le comportement de l'ASIC, donc du switch, pour pouvoir protéger votre investissement, pour vous permettre d'innover.
Et ça, c'est pas juste sur les slides, c'est exactement ce qu'on a fait avec UADP, qui initialement supportait pas YXLAN, qui supportait pas MPLS, et aujourd'hui on a ces fonctionnalités qui sont nativement implémentées sur l'équipement réseau, et c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. On peut parler d'audio-vidéo bridging, on peut parler de plein de choses de ce type-là, qui sont possibles grâce à l'UADP, et un simple upgrade software, un simple upgrade iOS, nous permet d'avoir ces nouvelles fonctionnalités. Alors, parlons maintenant de l'operating system. Ce n'est pas juste un ASIC, c'est un ASIC avec un operating system qui a l'iOS XE, ou Open iOS XE comme on l'appelle maintenant. C'est un operating moderne, bien différent de l'iOS XE d'il y a une 10-15 d'années. Alors, on a gardé, évidemment, c'est pas mal de syntaxe ou pas mal d'habitudes pour pouvoir protéger vos investissements, pour que vos scripts éventuellement continuent à fonctionner, pour que votre expertise continue d'être valide. Mais on a introduit énormément de choses. Je vous ai dit des API de programmation, quand je vous parlais tout à l'heure de la capacité de faire tourner des containers sur l'iOS XE, on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans. C'est un operating system qui est extrêmement moderne, avec la capacité de faire tourner du code avancé, multithreadé, avec bien évidemment davantage de performance et de capacité. Et pour faire tourner tout ça, ça marche mieux quand on a la CPU qui va bien, donc des CPU x86 multicœur qui nous permettent déjà d'avoir la performance, la puissance de feu aussi pour faire tourner l'operating system, tout ce control plane, ce management plane, le data plane évidemment est fourni par la UADP. Et puis cette CPU x86 multicœur nous permet évidemment de faire tourner des applications hostées, comme je l'ai créé tout à l'heure. Donc virtualiser des applications, alors des containers Docker, ça sera pour éventuellement, je ne sais pas, si jamais vous avez une application à déporter au plus près de l'utilisateur pour faire de la sécurisation avancée ou alors éventuellement de la visibilité, vous allez pouvoir le faire grâce à ces principes. Donc ça, c'est le combo, c'est vraiment ce qui nous a permis de développer sur Catalyst 9000. Alors, les fonctionnalités principales, on va voir, et je vais passer assez rapidement. C'est juste pour vous donner une vue un peu 360 degrés des capacités de l'équipement. Et mon objectif à nouveau aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience de ce message fort que je vais remettre à l'écran. C'est il y a aujourd'hui, pour tous les cas de figure, Catalyst 9000 va faire le job. Et ça, je voudrais vous rendre compte de l'extraordinaire potentiel de la plateforme et de la quantité de fonctions qui sont disponibles. Je vais pas revenir sur des choses qui sont aujourd'hui évidentes, des fonctions de routage, des fonctions de commutation, la partie line, évidemment c'est line rate, il y a tout est line rate. Je vais pas revenir sur ces points-là, c'est une évidence aujourd'hui sur la gamme. Je vais m'attarder vraiment sur ces fonctionnalités. Alors, je vais commencer par la programmabilité. Ça veut dire quoi un équipement qui est programmable? Alors, premier point, la capacité d'embarquer des applications sur le switch. Alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, ça va être sous forme de container Docker. Évidemment, on peut orchestrer cela depuis le DNA Center. On vous en a parlé assez succinctement dans les précédents webinars, qui va agir vraiment comme l'orchestrateur qui permettra de déployer vos applications sur les équipements réseau. Alors attention, quand même, éventuellement il faut rajouter un disque USB dans le switch pour pouvoir fournir au container l'espace de stockage qui va être nécessaire. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, dans les use cases, on a de la visibilité applicative, on a des choses sur la sécurisation, et à la limite, ça répondra à ce que vous voudrez. Ce sera à vous de définir quelque part vos besoins. C'est ça la programmabilité. C'est pas forcément que nous vous fournissions la solution, c'est qu'on vous fournisse la plateforme qui vous permette à vous derrière
ou à un écosystème de partenaires de mettre en place les solutions qui vont bien. L'autre élément qui est important, c'est autour de la programmabilité. Alors, certes, on peut configurer un équipement en SSH, en CLI, etc. Mais aujourd'hui, quand on a une volonté de programmer une machine, donc un switch, par une autre machine, un orchestrateur, on peut imaginer que le CLI, qui est finalement un langage pensé par et pour l'humain, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, on lit une configuration en CLI, on est capable de la comprendre. On peut comprendre que ce n'est pas forcément le mode le plus optimal pour aller configurer des équipements. Et ça, c'est quelque chose qui est bien compris dans l'industrie, hein, avec l'émergence de standards comme NetConf, NetConfiang, NetConf 1.1 qui est là depuis quelques années maintenant. Et on a un support complet dans la gamme Catalyst 9000 avec l'intégralité des capacités de l'équipement qui sont aujourd'hui modélisées en modèle Yang, ce qui permet, via ces API de programmation, via NetConf, d'aller configurer notre équipement. Alors, ça veut dire quoi aussi? C'est la capacité de pouvoir configurer des blocs de configuration, enfin, du moins de mettre en œuvre des blocs de configuration entiers, hein, et pas ligne par ligne, et de pouvoir valider de manière complète ces blocs de configuration. Hein, si vous avez 100 lignes de configuration, s'il y a une ligne qui coince, le switch vous le dira et refusera éventuellement d'implémenter tout ça. C'est la capacité d'avoir ce qu'on appelle un candidate data store également, hein, c'est la capacité d'aller implémenter vos changements dans une configuration candidate, et puis après vous pouvez faire votre commit, votre rollback quand c'est nécessaire. Hein, donc des choses dont on a besoin, qui sont aujourd'hui disponibles sur le Catalyst 9000. Et puis ça s'accompagne également de télémétrie, de fonctions de télémétrie avancées. Aujourd'hui, on est sur encore l'utilisation très large de SNMP. Alors SNMP, si on va faire un polling toutes les 15 minutes, bon, c'est assez courant. On peut des fois faire des pollings toutes les 5 minutes. C'est déjà un peu moins courant, ça va stresser les machines, ça va stresser un petit peu également les orchestrateurs. C'est peut-être pas un protocole, c'est peut-être pas des protocoles qui ont été utilisés, du moins qui sont compatibles avec ce qu'on peut attendre aujourd'hui des réseaux modernes. J'ai bien aimé une phrase qui disait manager un réseau avec SNMP, c'est comme si on essayait de faire tourner l'internet avec RIP-V1. Oui, c'est un peu à l'époque où ont été créés ces protocoles. Donc on voit bien qu'il y a un décalage, il y a un petit décalage ici. Des nouveaux standards ont émergé, gRPC, Protobuf, qui permettent réellement d'avoir un mécanisme dans lequel on va éventuellement on va s'abonner à des données, on va éventuellement dire au switch, écoute, je veux m'abonner à ta CPU et j'aimerais que tu m'envoies les informations de CPU toutes les 15 secondes, ou toutes les secondes, ou voire toutes les 10 millisecondes. Hein. C'est-à-dire là, on va pouvoir faire des choses très fines pour comprendre également ce qui s'est passé. Et ce, sans surcharger le software. Et pour analyser tout ça, ben oui, on va pouvoir utiliser, hein, ça c'est l'avantage aussi de la programmabilité, c'est derrière vous allez pouvoir mettre n'importe quelle plateforme pour éventuellement pouvoir tirer profit de toutes ces mesures. Donc Kibana, des bases de données Elasticsearch, des choses comme ça qui vont permettre de récupérer ces données, de faire les indexations qui vont bien et faire la représentation qui vous sied. Alors, sur le hosting d'applications, alors on a déjà pas mal de gens, d'acteurs du marché qui ont travaillé pour créer des containers déployés ou déployables sur Catalyst 9000, éventuellement en utilisant le DNA Center pour se simplifier la vie, parce qu'évidemment on va pas faire ça switch par switch. L'avantage du DNA Center, c'est qu'il va voir l'intégralité du réseau et vous permettre par exemple de mettre des sondes hyperf sur 200 switches de manière simple. D'accord ? Et vous avez vu le nombre d'exemples impressionnants que vous pouvez trouver sur ce slide, hein, le nombre d'applications sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et à nouveau, si vous voulez faire votre propre container, aucun problème, faites-le. Si vous voulez tester vos propres applications, etc., pour du monitoring, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de bien compliqué.
Je vais passer maintenant sur un autre volet, le volet de la sécurité. Et là, je voudrais montrer deux, trois petites choses sur lesquelles les principes forts qui sont présents sur la gamme Catalyst 9000. Le premier point, c'est que la base de la sécurisation d'un réseau, c'est déjà que le switch soit lui-même sécurisé. D'accord? Et ça, on va parler de solutions, on va parler de Trustworthy Systems. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. C'est une démarche qui est vraiment complète chez Cisco, vraiment globale, qui permet de s'assurer que les équipements réseau, même que toutes nos solutions, soient conçus de manière sécurisée. Ça va via évidemment des audits et des principes forts dans la fabrication, même dans la gestion des usines, dans la gestion du code, dans la gestion des problématiques de sécurité. Vous connaissez tous nos process PCERT. Et ça va également sur la garantie que les équipements que vous recevez sont bien conformes et ne sont pas éventuellement des contrefaçons qui pourraient tourner un code malveillant et compromettant au final votre réseau. Ce sont des choses, ce sont des choses qui sont arrivées. Il y a eu des alertes du CERT-A il y a quelques années indiquant qu'aujourd'hui d'ailleurs les hackers sur le réseau exploitaient ou tentaient d'abord d'infiltrer l'infrastructure réseau pour pouvoir ensuite inonder le réseau sans forcément directement s'attaquer à l'operating system. Donc la protection de l'infrastructure réseau, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc par exemple, dans ce Trustworthy System, on va retrouver la capacité, c'est-à-dire quand vous allez télécharger un operating system, l'operating system va valider que le hardware est bien conforme. Que le hardware, c'est bien un hardware Cisco, que c'est pas quelque chose qui aurait été modifié, une contrefaçon, comme on a pu voir dans le passé. On va valider également, le hardware, lui, va valider l'operating system pour s'assurer que vous n'alliez pas faire tourner un code qui aurait été récupéré ou qui serait pas bon, qui n'implémenterait pas proprement les fonctions de sécurité, ou alors qui implémenterait, je sais pas, des backdoors pour exporter votre trafic à droite ou à gauche, des choses comme ça. Donc ça, non, c'est pas possible si on a une validation mutuelle du hardware et du software. D'autres éléments qui sont très, très forts dans le principe de Trustworthy Solution, Vincent vous en a parlé, Vincent Makowski, dans son webinaire sur l'automatisation, la partie plug and play. Quand le switch va faire un plug and play, on va établir un tunnel sécurisé, le switch se présente au DNA Center, mais on a bien besoin que le DNA Center valide l'identité du switch. On a besoin de s'assurer que le switch est bien celui qui est le bon. Un numéro de série, ce n'est pas suffisant. On va présenter ce qu'on appelle un SUDI, un Secure Unique Device Identifier. C'est un numéro de série, mais c'est plutôt un certificat qui vient garantir que le numéro de série est le bon. Donc ça, c'est un premier volet qui montre qu'au niveau conception du hardware, on a des principes très forts de fabrication pour garantir l'authenticité et le bon fonctionnement du matériel réseau. Deuxième point, ça va être la garantie que les données qui sont transportées sur le réseau, correspondent bien, sont normales, on va dire, ont un comportement normal. Vérifier qu'on n'a pas du jour au lendemain 10 gigas de trafic qui sont en train d'être extraits vers un pays entre guillemets ami. On va vérifier qu'on n'a pas des menaces qui sont propagées dans le réseau. Et ça, on va le faire via la solution StealthWatch et Encrypted Traffic Analytics. C'est une capacité de la gamme Catalyst 9000 d'analyser les flux et de faire une analyse un petit peu poussée, d'exporter cette analyse via la solution StealthWatch et notamment Connective Threat Analytics, dont on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Je dirais un petit mot là-dessus aujourd'hui. C'est une solution qui est intégrée dans DNA, dans la solution DNA globalement. Et ça nous permet de valider en temps réel
si il y a des menaces qui sont en train de circuler dans votre réseau, et ce, même sur du trafic qui serait chiffré. Alors, donc, on ne va pas procéder à un déchiffrement du trafic, hein, mais dans notre capacité d'analyser les flux, on va voir un petit peu des heuristiques de trafic, des comportements qui sont pas normaux. On va aussi identifier des certificats qui seraient changés, qui ne seront pas standards, qui ne seraient pas compliant avec ce qui est attendu dans l'entreprise. Donc ça, c'est également disponible sur la gamme Catalyst 9000. Et puis, on a aussi également cette capacité d'avoir ce chiffrement MACsec. Alors, jusqu'à même MACsec 256, à partir des gammes 9300, 9003, 9004, 128 sur 9002, pour pouvoir avoir un chiffrement des données. Et ce, sur tous les liens du réseau. On a même la capacité maintenant d'implémenter ce MACsec 256 sur des connexions, on va dire, de type tunnel, par exemple un VPLS, une connexion Layer 2, hein, au-dessus d'un réseau MPLS, on peut faire ce MACsec 256. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément point à point comme, on va dire, le MACsec traditionnel. On peut faire du MACsec en mode over the top. Tout ça, ça vient s'ajouter à ces capacités de segmentation qu'on a vues la semaine dernière. Cette segmentation, cette macro-segmentation, cette micro-segmentation offerte avec les Scalable Group Tags est rendue simple grâce à la solution Software Defined Access. Alors, ça, on continue de développer sur ces principes de sécurité. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas suivi. C'est maintenant le support sur les gammes Catalyst 9003 et 9002 de la solution Cisco Umbrella. Alors, Cisco Umbrella, vous savez, issu de l'acquisition d'OpenDNS par Cisco il y a déjà quelques années. C'est une solution de sécurité dans le cloud. Alors, initialement, sécurité DNS dans le cloud, qui a évolué récemment vers une sécurisation complète dans le cloud avec firewall, proxy, HTTP, sécurisation également d'accès cloud avec tout ce qui est brique CASB. Le use case derrière, il est simple. Hein. C'est que, évidemment, on voudrait peut-être faire porter ces fonctions de sécurité web sur un routeur, mais quand le routeur est managé, eh bien, on va peut-être être content de pouvoir implémenter ces fonctionnalités localement, sans forcément dépendre d'un service de son opérateur. Et c'est comme ça qu'a été prévu, du moins c'est ainsi qu'a été conçue cette fonctionnalité. C'est pour ça que ça a été fait, c'est de pouvoir implémenter cette sécurité web dans le cloud de manière extrêmement simple, sans forcément dépendre du WAN. Alors oui, évidemment, on peut faire ça également sur le WAN si vous avez implémenté Cisco SD-WAN, c'est tout à fait possible. Mais voilà, parfois on peut commencer aussi simplement. Vous avez un site distant avec un WAN managé. En quelques clics, vous implémentez Umbrella pour pouvoir ajouter de la sécurisation web. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dispo sur les switches d'accès 9200, 9300 et vous comprenez bien le positionnement sur des sites distants de petite et moyenne taille. Et évidemment, après, vous pouvez faire des règles plus ou moins sophistiquées qui, en fonction du nom de domaine, vont pouvoir soit utiliser les fonctions DNS Umbrella, soit utiliser sur les domaines locaux, qui sont parfois assez exotiques. Hein. On a des fois le nom de domaine utilisé pour l'infrastructure réseau qui est en point infra ou des choses un petit peu particulières. Et ça, on va pouvoir continuer à utiliser notre DNS local via des fonctions de DNS bypass. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. On a sur la gamme Catalyst 9000 l'outillage nécessaire pour pouvoir réorienter les requêtes DNS au bon niveau. Et je rappelle, alors je ne fais pas la démonstration ici d'Umbrella, par manque de temps, mais voilà, c'est-à-dire en fonction, Umbrella s'appuie sur toute notre threat intelligence qui est Talos. Donc c'est toute une base de données qui est enrichie grâce à toutes nos fonctions de sécurité. Vous savez qu'on a la sécurité mail, sécurité web, sécurité DNS. On est présent à tous les niveaux, sécurité sur le firewall, les IPS, etc. Toutes ces données
on les analyse en temps réel, on a une base de données qui est monstrueuse. Côté DNS sur Umbrella, pour vous donner une petite idée, on a 3 fois la quantité de requêtes DNS d'Umbrella, c'est 3 fois celle de Google. Donc ça vous donne une petite idée du nombre de requêtes ou de ce qu'on voit. Et tout ça, ça va enrichir notre base de données de Threat Intel Talos, d'accord, et ça va permettre d'enrichir encore et de créer de nouvelles règles de plus en plus pertinentes. Et en fonction des noms de domaine, sur Umbrella, on va avoir 3 niveaux de 3 possibilités. Soit on va éventuellement dropper en disant ça y est, c'est un nom de domaine que il n'y a rien de bon. Soit c'est valide, soit on est dans une zone intermédiaire un peu grise, et auquel cas on va pouvoir demander à l'utilisateur de passer par un proxy web pour pouvoir analyser un petit peu plus finement les échanges. Alors ça c'est pour le DNS. D'autres fonctions de sécurité, je vous ai dit, on ne vous en a pas beaucoup parlé sur cette série DNA, et peut-être je vous encourage à suivre un petit peu vos mails ces prochains jours, parce qu'il n'est pas impossible, il est même quasiment certain qu'on refasse quelques webinars sur des choses qu'on n'a pas pu forcément beaucoup développer, dont StealthWatch, EETA. Hein, l'idée de StealthWatch, c'est la chose suivante, c'est globalement, sur nos Catalyst Navkill, on a la capacité de voir le trafic grâce à NetFlow, Flexible NetFlow. Et pour faire de la sécurité, il faut quand même voir tous les paquets. Vous ne pouvez pas faire votre sécurité en disant je prends un paquet sur 100, hein, comme on fait avec du SFlow, je prends un paquet sur 100, voire un paquet sur 1000, et puis je suis secure. Non, ça ne marche pas. Surtout sur les petits flux, vous avez très peu de chances de les voir passer. Les petits flux qui sont qui font légion dans le domaine de la sécurité. Hein. Des petits paquets envoyés de temps en temps, ça, ils vont échapper complètement à votre analyse si vous faites du sampling. Là, on a du Full Flexible NetFlow qui permettent de voir tous les paquets. Full Flexible NetFlow, d'ailleurs, dès le 9200. Qui permettent de voir tous les flux, tous les paquets, donc d'avoir tous les flux du réseau. Ces flux-là, on les exporte vers Cisco StealthWatch. Donc, c'est un collecteur NetFlow extrêmement performant et qui a des algorithmes d'analyse des flux pour déterminer s'il y a des attaques. Alors, quand je vous dis que c'est un Flexible NetFlow un petit peu particulier, parce que non seulement on va exporter les flux, mais on va exporter des données un petit peu additionnelles sur les flux grâce à quelque chose qui s'appelle ETA, Encrypted Traffic Analytics, qui est disponible par contre là depuis le 9300. Et on va notamment intercepter le certificat initial pour pouvoir voir le type de sécurisation qui est utilisé, le type de certificat. On va également exporter des informations sur la forme du flux. Alors oui, par exemple, si ça peut être 1 mégaoctet, mais est-ce que c'est 10 octets échangés toutes les 10 secondes, ou est-ce que c'est une forme de flux un peu plus régulière? Ça, on va pouvoir l'avoir grâce à Encrypted Traffic Analytics. Et ces informations vont permettre à Cisco StealthWatch d'aller interroger toujours notre base de Threat Intelligence, notre base Talos. On va pouvoir récupérer des informations pour savoir est-ce que ces flux-là sont bons, sont pas bons, est-ce que ça correspond à des menaces en cours sur l'Internet. Et très important, quand on a ces menaces, quand on voit qu'on a des hosts qui sont infectés, eh bien, on va pouvoir prendre des actions, parce que Cisco StealthWatch est intégré avec Cisco ISE, Identity Service Engine, et ISE va pouvoir envoyer un Change of Authorization sur l'équipement réseau pour pouvoir changer les droits de l'utilisateur qui est infecté. Alors, changer les droits, ça peut être couper son port, ça peut être le changer de VLAN. Et puis, si on a déployé de la micro-segmentation avec éventuellement Software Defined Access, changer les droits, ça peut être changer le groupe de l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur il ne change pas d'adresse IP, il ne change pas de virtual network, eh bien il change simplement de groupe, on le place dans un groupe quarantaine, et sur ce groupe quarantaine, on aura évidemment pris soin d'implémenter les règles qui vont bien pour empêcher une propagation de menaces. Donc on voit à tel point toutes ces choses-là sont intégrées. Donc on n'a pas tout fait sur une seule et même plateforme, parce que ça ne scalerait pas. On a des composantes qui marchent ensemble, et notamment Cisco StealthWatch, qui est complètement intégré dans DNS Center, parce que DNS Center peut complètement assurer la configuration, s'intégrer avec StealthWatch, et va pouvoir configurer vos équipements réseau pour pouvoir faire les exports qui vont bien, les exports NetFlow et les exports ETA vers Cisco StealthWatch. Alors,
Cisco StealthWatch s'appuie sur des principes de visibilité. Hein. Il faut voir les flux. Alors, Cisco StealthWatch va voir les flux et va s'appuyer sur cette visibilité pour prendre des actions d'un point de vue sécurité. Et puis, bien évidemment, on a cette visibilité qui va plutôt être utilisée pour comprendre les problématiques de performance qu'on pourrait avoir dans le réseau. Et ça, on vous en a déjà parlé avec DN Assurance. Alors, ce qui s'est passé depuis notre webinaire sur DNA Assurance, on vous a dit que ça allait très très vite. Les développements ont un rythme incroyable. Eh bien, on a une nouvelle version de DNA Center qui est sortie. Il y a eu un changement majeur. On était en version 1.3.3, on est passé en version 2.1, donc changement majeur sur le DNA Center, qui est une version que j'ai commencé à upgrader mes serveurs, mais c'est quelque chose qui est arrivé en fin de semaine dernière, même pas, qui est arrivé cette semaine, pardon, avec des nouveaux dashboards, des nouvelles capacités. Donc par exemple, des capacités comme des analyses sur POE. Hein, donc ça vient enrichir ce qu'a pu vous présenter Vincent Makowski dans son webinaire sur DN Assurance. Voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on a encore plus de capacités avec des statistiques POE. Alors aujourd'hui en bêta, et c'est souvent comme ça, hein, le mode de déploiement sur DNA Center, c'est que la fonction arrive en bêta, ça permet d'avoir déjà du feedback, et puis la version d'après, la version est en full production. Bêta, ça ne veut pas dire pas supporté, ça veut dire que on fait un petit peu attention quand on utilise. Donc ça permet de nous d'avoir du feedback et d'avoir des corrections très très rapides et des enrichissements très très rapides sur les fonctions apportées. Et on a également SDAVC que vous verrez peut-être sous le nom CBAR, qui vient également enrichir cette capacité de visibilité applicative faite par NBAR. Et ça, je vais vous détailler ça un petit peu tout à l'heure. Alors, ce nouveau dashboard DNA Center 2.1 sur la classification POE, hein, donc avec différents dashboards. Alors, vous m'excuserez pour la qualité, ce sont des informations que j'ai eues assez récemment, donc vous verrez par vous-même quand vous déploierez le DNA Center comment sont distribuées les puissances, quelle est la puissance nécessaire sur l'intégralité des switches, comment les endpoints sont classés, etc., etc. Donc ça, c'est des dashboards. D'autres, je vais passer un petit peu vite là-dessus. Et puis après, on a toute notre problématique de visibilité applicative. Alors, visibilité applicative, ça peut sembler pour certains d'entre vous, oh, j'ai pas besoin de visibilité applicative. C'est peut-être OK. J'ai pas besoin de ça sur mon switch, etc. Ce besoin de visibilité applicative, en fait, on peut le voir de manière très très pragmatique. On utilise tous aujourd'hui de la softphonie. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise Cisco Jabber avec Webex pour pouvoir vous parler. Il est important que la qualité de service soit au rendez-vous. Et ce, peu importe les outils que vous utilisez. Alors, dans le monde, alors je ne sais pas si c'est le monde du passé, il continue d'exister ce monde-là avec des devices hardware qui continuent d'être pratiques, qui continuent d'être extrêmement présents. C'est assez facile, hein, c'est un device hardware, on sait que ça arrive sur tel port, tel VLAN, on va placer un DSCP46 et on a gagné. Quand c'est sur le même poste de travail, c'est un petit peu plus compliqué. Alors certes, on peut faire taguer par le poste de travail, alors ça, on va faire ça peut-être éventuellement dans un environnement Windows, mais quid de l'iPhone, quid de tous les postes de travail réels hein, qui vont se connecter. Et on ne travaille pas qu'avec un laptop ou qu'avec un desktop en Windows aujourd'hui. Hein, on a besoin d'avoir l'environnement mobile également qui est supporté. Et puis toute une gamme possible d'operating system et puis de hardware qui sont disponibles. Là, par exemple, je suis sur Mac aujourd'hui. Et finalement, quelque chose qu'on voit, hein, c'est que le réseau, lui, ne ment jamais. Le réseau voit tout. Et on a la capacité sur le réseau eh bien, de faire, grâce à ce Deep Packet Inspection, des actions de classification pour nos applications de collaboration. Voilà. Donc, voyez ce Deep Packet Inspection pas que éventuellement pour avoir des dashboards, voyez également ce Deep Packet Inspection pour garantir réellement et de manière scalable la bonne qualité de service pour vos applications.
On va observer, par exemple, que vous faites du WebEx, on va pouvoir mettre la qualité de service sur les flux qui vont bien pour garantir, après de bout en bout, la qualité des communications. Alors, je vous montre quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, c'est nouveau sur les switches, c'est pas quelque chose de nouveau chez Cisco. Ça fait des années qu'on a cette solution qui s'appelle Software Defined AVC. L'idée, c'est que ce DPI sur les équipements réseau, il est très bien, mais il a également ses limites. Les limites, c'est que déjà, les applications évoluent. Ça impose d'avoir un protocole pack. Alors, le protocole pack, c'est les signatures, c'est la base de signatures. Ça impose de la mettre à jour. Ça impose qu'elle soit également homogène sur l'intégralité du réseau. Et ça peut être un petit peu compliqué. Puis aussi, il y a toutes les applications, vos applications à vous, sur lesquelles vous voulez faire vos règles. Alors oui, vous pouvez aller en CLI sur tous les équipements et éventuellement rajouter 200, 300 lignes de configuration pour pouvoir déclarer vos applications. Ce n'est pas forcément la manière la plus efficace de le faire. Et Software Defined AVC vient adresser complètement ces challenges. L'idée, c'est que on a sur le Data Center une composante qui s'appelle SDAVC, un contrôleur SDAVC qui a été appelé CBAR. Donc c'est le petit nom par analogie avec NBAR, c'est Controller Based Application Recognition. Et ce contrôleur, en fait, il va pouvoir discuter avec des sources d'informations. Et une des premières sources d'informations qu'on a, c'est Office 365. On a aussi une intégration qui est disponible avec Infobox. L'idée, c'est que les équipements réseau discutent avec ce contrôleur SDAVC, échangent leurs informations sur les flux, d'accord? Et tous les flux qui ne sont pas forcément reconnus par l'application, par le mécanisme de DPI sur les switches, eh bien, sont remontés sur ce contrôleur SDAVC qui, lui, va peut-être pouvoir les comparer par rapport aux bases d'informations reçues depuis le cloud, depuis l'Infoblox, et puis bien d'autres connecteurs qui vont venir également. L'idée, c'est que parfois, vous allez avoir 80% de vos applications qui vont être reconnues au niveau des Catalyst 9000. C'est des fois un petit peu compliqué, même quand tout est chiffré, etc. Eh bien, c'est d'avoir beaucoup plus d'applications reconnues et d'avoir une finesse largement supérieure grâce à SDAVC. Et surtout, on imagine bien quand quand Microsoft rajoute des nouveaux serveurs, des nouvelles adresses IP pour des nouveaux services, eh bien, pour pouvoir en bénéficier, vous n'avez pas besoin d'aller upgrader le protocole pack de tous vos Catalyst 9000. Automatiquement, le contrôleur va avoir les informations, va les recevoir de Microsoft et va pouvoir mettre à jour les bases de données de connaissances applicatives. Donc ça, c'est disponible maintenant sur le Catalyst 9000 avec Data Center. Et à nouveau, ce contrôleur SDAVC, il n'est pas nouveau. On a ça sur le WAN depuis quelques années. On a ça également sur le SD-WAN. C'est vraiment quelque chose qui est consistant chez Cisco. C'est le fait d'avoir le même operating system entre les routeurs, les switches, etc. Ça nous permet d'avoir ce type d'action. Je vais maintenant continuer un petit peu mon voyage pour montrer un petit peu l'étendue des capacités sur les réseaux médias. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est assez particulier, mais les réseaux médias, c'est des réseaux des fois un petit peu spécialisés sur lesquels on a besoin de faire passer soit des flux audio, vidéo, et ce de manière très pointue. On a besoin d'avoir une synchronisation parfaite sur la transmission des informations. L'idée, par exemple, c'est dans une salle de réunion, on va prendre un amphithéâtre plutôt, ça serait de remplacer tous les bus ou toutes les connexions jack, tous les câbles, tous les coax, et de remplacer ça par de la connexion réseau, fibre ou RJ45. D'accord ? Pour faire ce type de choses, il est bien évident qu'on a besoin d'avoir sur le réseau la garantie que le même son soit envoyé sur le haut-parleur en même temps. Sinon, ça va être un petit peu catastrophique. Pareil dans des régies de montage, pareil donc des environnements un peu plus spécialisés. Et ça, on a
énormément de fonctions qui sont disponibles également sur nos gammes, sur notre gamme Catalyst 9000 pour pouvoir adresser ces challenges-là. Pour avoir cette transmission synchrone des informations, ben, on a besoin d'avoir un temps qui est parfait, et NTP ne suffit pas. NTP, on va aller éventuellement l'ordre quelques millisecondes, si on est bon. Là, avec PTP, on va aller sous la microseconde sur la précision du timing. Et c'est extrêmement important d'avoir ce type de précision, à nouveau, quand on veut avoir une diffusion d'image ou une diffusion de son qui soit parfaitement équilibrée entre différents mécanismes. Un bon exemple, hein, c'est si vous pensez à l'acoustique d'un parc d'attractions. Si vous promenez dans un parc d'attractions, vous avez la même musique qui est transmise par plein de haut-parleurs à droite à gauche. Ben, vous êtes bien content, enfin vous êtes bien content, je sais pas si vous êtes bien content, mais du moins ça serait pire si vous aviez des musiques différentes qui seraient transmises sur, ou du moins un petit décalage dans les haut-parleurs au fur et à mesure que vous avanciez. Ça ne fonctionnerait pas. Ben, typiquement, on a besoin pour ça d'avoir une synchronisation en temps qui est parfaite et d'avoir quelque chose qui s'appelle Audio Video Bridging, 802.1 BA, tout un standard, qui permet d'avoir cet échange parfait d'audio et de vidéo, de garantir que les paquets soient transmis exactement au bon moment, qu'il n'y ait pas de phénomène de burst, etc. Hein, donc disponible sur 9003, 9500. Quelques exemples ici. Alors évidemment, je vous ai donné l'exemple d'environnement assez sympa. On a des références sur tout ce qui est tribunaux aux États-Unis. Hein, évidemment, avec la nécessité d'avoir la capacité de pouvoir voir les choses, ce qui se passe à distance. Et puis tous ces environnements vidéo, tous ces environnements multicast, parfois, ont une pression très forte sur les équipements, nécessitent plus de scale, plus de buffer. Et c'est pour ça qu'on a développé des 9300 assez récemment, ça fait quelques mois maintenant, des 9300 certifiés Avid. Alors c'est tout un mécanisme pour pouvoir justement garantir que des équipements font le job dans un environnement audio-vidéo. Mais j'ai déjà vu avec des clients des cas d'utilisation dans lesquels ces switches étaient intéressants et au-delà même de l'audio-vidéo. L'idée c'est quoi? C'est que c'est un 9300 sous stéroïdes avec 2 fois plus de buffer, 2 fois plus de scale, beaucoup plus de flux, etc. D'accord? Donc ça, sachez que ça existe. Hein. Si aujourd'hui sur le 9300 vous avez un petit peu peur sur la partie buffer, sur la partie des choses comme ça, parce que vous êtes dans un environnement particulier, avec beaucoup de flux multicast, avec des choses qui sont très bursty, éventuellement, je sais pas, des têtes de pont de diffusion de télévision, des choses comme ça, bah, peut-être que ces équipements-là sont plus adaptés. Hein, donc sachez qu'ils existent et qu'ils complètent la gamme 9300. Et puis quand on va parler d'audio-vidéo, bah oui, il y a le support multicast et je ne connais pas un marché qui supporte plus de fonctions réplication multicast que le Catalyst 9000. Alors évidemment, on a toutes les fonctions, on va dire, basiques, IGMP snooping, pareil en V6 avec MLD, MLDV1, MLDV2, MLD snooping, PIM-SM, PIM-Netmount, PIM-SSM, PIM-DIDIR également, qui est utile quand on va utiliser par exemple le Catalyst 9000 dans un environnement pour connecter des ACI multipodes, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. L'interdomaine avec MSDP. Et puis des cas un peu plus particuliers, c'est dans des environnements MPLS avec le support de tout ce qui va être, qu'on appelle de manière un peu familière, tout ce qui est Draft Rosen sur la partie MVPN. On va aller plus loin. Sachez qu'on va aller plus loin l'été prochain, mais je n'ai pas pu le dire ici. Sur SD Access, on a également. Alors initialement, on faisait du ADN Replication, mais pour être plus performant, on fait maintenant du native multicast dans SD Access. Et puis dans des fabriques VXLAN et VPN, eh bien, on a maintenant le Tenant Routine Multicast qui permet d'avoir un multicast entre plusieurs
entre plusieurs tenants qui seraient implémentés sur le réseau, ou même du multicast natif. Hein, donc, je ne rentre pas dans mais sur des environnements multicast, le Catalyst 9000 fait clairement le job, et ce, quelle que soit la complexité du design qui serait parfois nécessaire. Bon, je vais faire une petite pause. Je vais vous montrer un peu comment tout ça fonctionne, du moins ce que c'est qu'un Catalyst 9000. Et j'aurais pu vous montrer ça via le DNA Center. On l'a déjà fait. J'aurais pu vous montrer tout cela via de la CLI. Je pense que ça aurait été un peu digeste. Et j'ai choisi de vous montrer un petit peu un Catalyst 9000 à travers la GUI du Catalyst 9000. Donc là, je suis connecté sur la web UI d'un Catalyst 9000 qui est dans un lab, dans mon lab, dans nos bureaux ici, les Moulineaux. Alors, je dois me reconnecter. Je vais vérifier que tout est OK d'un point de vue VPN, parce que j'ai une connexion qui est parfois un petit peu capricieuse. Voilà. Alors ça, c'est la page d'accueil d'un Catalyst 9000, tout de suite. On a les mêmes d'ailleurs hein, sur d'autres équipements. Vous reconnaissez, c'est très proche d'un Catalyst 9008, c'est très proche de ce qu'on a aussi sur les GUI embarqués des routeurs. Donc tout de suite, j'ai des informations de base sur l'équipement, la CPU, les applications. Je vais pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe sur mon réseau, la température. Ça me permet de savoir un petit peu comment tout se passe sur le lab. Est-ce que côté mémoire, tout est OK? Donc ça, je vais voir ces informations. On voit également l'utilisation du switch avec une vue, quelque chose d'assez convivial, qui montre le statut des ports, éventuellement le statut des câbles stack, comment est-ce que si je full duplex, half duplex, si j'ai du PoE sur les ports, donc là j'ai du PoE nulle part. Donc j'ai une vision assez simple qui permet de voir, qui permet de comprendre un petit peu comment tout fonctionne. D'un point de vue monitoring, on peut voir un petit peu ce qui va se passer sur l'équipement. Hein, donc, la vision, pardon, je suis allé un petit peu vite. La vision des neighbors CDP, et puis des choses un petit peu plus sympas. On va parler par exemple de visibilité applicative. Je vous ai dit, on implémente le Deep Packet Inspection. Alors certes, je peux exploiter toutes les informations dans un DNS Center, mais sur un petit environnement avec quelques switches, eh bien, on peut tout à fait démarrer simplement, hein, déjà en implémentant le Catalyst 9000, et puis on a tout de suite un dashboard qui me permet de voir tiens, quelles sont mes applications qui sont business relevant, non business relevant. Là, je vois que j'ai pas mal de Twitter, ça représente quelle part de trafic. Hein, donc je peux regarder un petit peu comment toutes mes applications sont, qu'est-ce que je vais avoir sur toutes mes interfaces. Je peux sélectionner éventuellement telle ou telle interface si c'est nécessaire. Hein, je peux choisir une autre interface si nécessaire sur un autre intervalle de temps. Hein, donc je peux voir de manière assez précise ce qui est fait. J'ai maintenant accès à un onglet Serviceability hein, qui montre un petit peu l'impact de toutes ces fonctions sur l'équipement réseau. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai un score opérationnel à 10 sur 10 qui montre que oui, je peux faire de l'application and control et que mon switch continue de fonctionner de manière très bonne. On vous a parlé de TrustSec ou de plutôt micro-segmentation. Eh bien, on a tout à fait la capacité hein, d'avoir les informations sur l'implémentation de la micro-segmentation. Hein. Vous pouvez le faire en mode Software Defined Access. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire sur le switch, alors soit en CLI, soit ici en GUI, avec quelque chose d'assez simple. Hein. Vous voyez les différents security group tags. Vous pouvez mettre en place des règles de sécurité qui vous disent les règles entre tel ou tel security group tag. D'accord ? Avec les mappings éventuellement qui vous dit voilà si jamais vous avez besoin d'associer des adresses IP à des scalable group tags, à des SGT, vous pouvez également le faire sur le switch. Là vous voyez j'ai un mapping, j'ai créé un mapping pour dire que telle adresse IP doit être considérée comme étant le SGT numéro 20. J'ai des petites choses également en audio video bridging. Donc là j'ai pas fait grand chose ici, donc tout ce qui est PTP je peux l'avoir également sur l'équipement réseau. Bon, l'idée de cette démo, c'est de vous montrer que tout ce que je vous ai présenté est bien réel et que vous avez d'ailleurs une façon de mettre en place tout cela de manière assez simple sur l'équipement réseau. Sur la configuration
bien, vous pouvez avoir une configuration assez simple de vos interfaces, interface loopback, interface port channel. Je voulais plutôt commencer par les VLAN. Ici, j'ai 2 VLAN qui sont créés. Si j'ai besoin de rajouter un nouveau VLAN sur le switch, je peux le faire de manière assez simple. Alors, à la fois sous forme de SVI, évidemment, il faut créer le VLAN au préalable, créer la SVI. Éventuellement, si on veut faire du routage, avoir la configuration de l'OSPF, ISIS, EIGRP, du route statique sur l'équipement, sans trop de difficultés, hein, pour voir un petit peu. Alors ça me permet déjà de voir les routes en place et d'en rajouter. Je peux faire ma configuration TrustSec. Hein, tout à l'heure, si je voulais vous rajouter une policy Cisco TrustSec, je peux tout à fait rajouter une policy pour dire que déjà je peux rajouter une SGACL pour dire permit HTTP, d'accord, qui est type IPv4 ou je peux dire IPv6. Je peux faire ma règle et puis après je vais faire une règle pour dire 10, séquence numéro 10. Je vais faire une règle sur TCP, source port non destination port égale 80. Voilà. Et je vais faire éventuellement une règle assez simple. Source port, évidemment, ce sera, il n'y a pas de règle. Add, voilà. Donc j'ai une nouvelle règle qui est présente. Et maintenant, je peux très bien dire que dans mon Security Group 2 à mon Security Group 3, eh bien, je vais n'autoriser que HTTP et implémenter ça sur l'équipement réseau. D'accord? Donc ça vous montre comment débuter, comment vous pouvez démarrer de manière très simple avec la micro-segmentation. Évidemment, on peut faire des ACL, on va dire, un peu plus standards. On a parlé également d'application hosting. Alors, ça se fait à travers un framework qui s'appelle IOX. IOX qui est disponible également sur nos switches industriels, qui permet d'avoir cet environnement de virtualisation. Et surtout, c'est un environnement de virtualisation qui parle au switch. Hein, l'idée, c'est que l'operating system de l'équipement réseau, du switch, puisse discuter avec le container pour qu'il puisse s'échanger des informations. On peut comprendre que, par exemple, mon guest shell, ici, qui permet d'exécuter des scripts Python, on peut comprendre qu'il a besoin éventuellement de parler avec l'operating system. Si je veux faire un script qui vient analyser, je ne sais pas, la performance du switch, la mémoire ou des choses comme ça, il faut bien que ces deux partagent un minimum d'informations. C'est tout l'objet d'IOX, et je peux éventuellement ajouter un nouveau container, une nouvelle application que je peux choisir un fichier ici de manière extrêmement simple. On a vu la visibilité applicative. Alors vous êtes peut-être dit que c'était très simple, que c'était très difficile à configurer. Voilà, si je veux ajouter la visibilité applicative sur le port 22, je fais glisser le port 22 à droite, et je suis en visibilité. Éventuellement, je peux faire du marquage. Là, j'en ai pas mis. Alors, je vais enlever le port 22. Si je veux rajouter du marquage, le marquage, c'est quoi? C'est utiliser les informations de Deep Packet Inspection, les informations NBAR, c'est d'utiliser ces informations pour faire de la COS. Donc là, par exemple, je vais le faire sur le port giga 101, je vais utiliser cette information pour faire du marquage. Et ça me donne la possibilité derrière de définir des policies. Définir des policies, c'est, vous voyez ici, j'ai ma liste d'applications. Alors, j'ai toute une pléthore d'applications qui sont classées dans des groupes, dans plein de petits groupes. Je peux rajouter des applications basées sur des URL, mes applications custom. Je vais définir s'ils sont business relevant ou pas. Je vais définir la traffic class, c'est bulk data, multimédia conferencing. C'est un petit peu ce qu'on voit sur le DNA Center. Hein. DNA Center, vous avez ça, mais vous pilotez 1000 switches d'un coup. Là, vous pouvez le faire de manière unitaire, switch par switch. On a la capacité, par exemple, si vous cherchez une application, je veux dire Jabber, alors je ne sais pas où elle va trouver, je ne sais pas si je vais trouver ici, filter by catégorie, custom app, je ne me rappelle plus, si je fais Webex, c'est ça, c'est ici, je n'avais pas vu les informations, donc on a ici les applications Webex qui sont business relevant, d'accord, parce que j'utilise Webex. Si j'utilise Skype, je pense que j'ai dû m'amuser un petit peu et dire que Skype, évidemment, n'était pas business relevant pour mon environnement. Si je le passe en business relevant parce que je considère que pour moi Skype est important, eh bien je peux le basculer et automatiquement les classes de service, Skype sera traité avec la classification, la bonne classe de service et la COS qui va bien. Ou pas.
Je peux vous montrer également des petites choses sur la COS. Donc, comme j'ai activé le marquage, vous voyez que tout est déjà défini, hein, mais j'aurais pu définir moi-même mes règles de COS. Là, c'est défini grâce à ma partie visibilité applicative. Et puis d'autres éléments que je vais vous montrer. Alors d'administration, on a les choses assez basiques pour pouvoir gérer le software, gérer le licensing et les choses de base sur le device. On peut avoir alors quelque chose qui était intéressant éventuellement, le SDM template. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous savez que on peut sizer un switch, on peut avoir plusieurs SDM templates, c'est différentes façons d'utiliser la mémoire du switch, la TCAM. Et peut-être que si vous avez un switch qui est pure layer 3 ou qui est pure layer 2, bah, vous voulez utiliser la TCAM d'une manière un petit peu différente et réallouer des ressources pour faire plus de routes ou un peu moins d'adresses Ethernet, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible ici. Puis des choses qui sont assez sympas, c'est tout ce qui est troubleshooting. Je n'en parlerai pas davantage dans ma présentation, mais on a plein de fonctions sur le switch pour vous faciliter la vie. Vous connaissez la richesse de Cisco sur tout ce qui est instrumentation. Par exemple, si jamais je veux faire un paquet de capture sur mon réseau, donc là j'ai déjà créé un paquet de capture. Alors comment je crée un paquet de capture? Je lui donne un nom DNAD2, ce que j'ai déjà créé. Je peux mettre un filtre. Je choisis les interfaces sur lesquelles je veux faire du paquet de capture et j'applique au device. D'accord? Une fois que j'ai appliqué ma règle qui est ici, je vais effacer l'ancien. Voilà. Une fois que j'ai mon paquet de capture qui est ici, je peux démarrer mon job de paquet de capture. Donc là, le switch est en train de capturer les paquets. Je vais le laisser tourner encore 3 secondes. J'arrête mon paquet de capture et je vais récupérer ça éventuellement sur mon bureau. Je l'exporte. Je vais avoir un fichier qui va être téléchargé, un fichier PCAP. Voilà, j'ouvre mon fichier PCAP et je comprends tout ce qui s'est passé sur mon équipement réseau. Je vois toutes les trames qui ont été échangées. D'accord? Ce qui me permet éventuellement, avec le timing précis, de pouvoir analyser des problèmes de performance importants. Voilà, donc pas mal de choses qui sont disponibles, jusqu'à pouvoir faire des pings, des traces routes de manière simplifiée. Tous les logs sont disponibles. Éventuellement faire un system report pour échanger avec le TAC ou des bundles, des debugs, ça c'est pas mal aussi. Pour pouvoir avoir, on va pouvoir créer un ensemble de choses, d'actions CLI qu'on veut lister, show run, show interface, show quelque chose. On rajoute toutes ces fonctions dans notre debug bundle, on fait tourner, puis on a un beau fichier qui nous montre tous les résultats qu'on peut réexécuter. Donc des petites choses bien pratiques. Voilà, donc c'était une façon de vous montrer un petit peu un 360 degrés sur le Catalyst 9000, et je vais revenir sans plus tarder à ma présentation. Alors, des choses qui sont peut-être un petit peu moins visuelles maintenant, mais c'est comment le Catalyst 9000 peut aider également dans un contexte IoT, qu'on va peut-être appeler Enterprise IoT ici, avec la convergence de tout ce qui est IT, des devices qu'on a un petit peu IoT, des devices qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude de voir, des équipements un petit peu atypiques. Alors, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que chez Cisco, on a une gamme qu'on appelle IE, Industrial Ethernet. Ce sont des équipements réseau qui sont durcis et qui sont parfaitement adaptés pour ce qu'on appelle le non-carpeted place, l'endroit où on n'a pas de moquette. J'aime beaucoup cette expression américaine. Donc, ça va être des usines, ça peut être des entrepôts, ça va être peut-être, alors un exemple qu'on a, le tourniquet à l'accueil qui a besoin d'être connecté au réseau, c'est un switch, peut-être ce switch a besoin d'être en extérieur. Voilà, donc il y a plein d'exemples d'endroits où on veut mettre un Catalyst 9000, mais on a besoin d'un encombrement, on a besoin d'un durcissement un peu particulier, éventuellement de résister à des projections d'eau. Et c'est pour ça qu'on a cette gamme Industrial Ethernet. Et ce qui est exceptionnel, c'est que on a sur ces équipements le même operating system, c'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue administrateur, vous n'allez pas devoir apprendre un nouveau langage, une nouvelle logique de configuration, une nouvelle logique d'opération. Avec la même compétence, vous allez pouvoir opérer le réseau IT
et le réseau OT. Sur le Catalyst 9000, on a la capacité aussi de connecter tout type de device. Alors par plein de fonctionnalités qui sont présentes. Déjà la capacité de connecter tous les switches dont je vous ai parlé, ces IE, de les connecter dans le cas de Fabric SD Access. Donc évidemment c'est un des cas de connexion parmi d'autres. Mais si vous êtes en SD Access, on peut très simplement étendre notre fabrique vers ce réseau IoT grâce à ce que j'ai présenté la semaine dernière sont les fabriques extensions. C'est-à-dire qu'un switch IE peut être mis pour étendre une fabrique SD Access et garantir tout ce qui est automatisation, micro-segmentation, etc., vers l'IoT, vers le switch d'accès qu'on appelle aujourd'hui un Secure Extended Node. On a la capacité, une fois qu'on va connecter des équipements sur notre réseau, des équipements IoT, on a la capacité d'avoir un profiling de ces équipements qui est extrêmement pertinent, puisqu'on va pouvoir reconnaître, alors on a toutes des bases de profiling qui sont très importantes, on va pouvoir reconnaître des équipements qui viennent de l'environnement de notre environnement industriel, pour pouvoir les placer dans le bon VLAN, leur donner éventuellement le bon groupe de sécurité quand on est dans un environnement SD Access, et s'appuyer sur cette microsegmentation derrière pour implémenter des policies, et ces policies également dans un environnement SD Access basé sur des groupes de sécurité au lieu de se baser sur des adresses IP. Alors, on peut en plus de ça, ça je vous l'ai montré à travers les containers, ces containers, on va pouvoir les avoir sur nos Catalyst 9000, sur nos switches industriels pour pouvoir intégrer des actions avec le comportement des équipements réseau via la mise en place de ces containers sur les équipements. Un autre élément qui est assez important dans cet écosystème IoT, c'est la capacité de pouvoir alimenter en énergie ces devices un peu particuliers. Donc on avait 30 watts, on avait 60 watts avec UPO, et maintenant on a UPO+, avec 90 watts, et un écosystème, on va dire, toujours plus fourni en IoT avec ce standard I3E 802.3 BT, qui est un peu plus récent, qui est émergé en 2018, et qui va permettre de connecter des devices toujours plus consommateurs et d'adresser davantage de use cases. Pour fournir ces 90 watts, on a aujourd'hui deux hardware chez Cisco qui sont capables de le faire. Le 9400 avec une line card qui fournit ces 90 watts là, qui est présente ici, donc vous avez la référence ici. Et puis donc le 9400 qui reste, on va dire, la star du PoE, avec comme l'est toujours le 4500, avec des alimentations électriques additionnelles, puis le 9300 également, des nouveaux 9300 UPoE, avec probablement des nouvelles alimentations également pour pouvoir fournir encore plus d'énergie qui devrait arriver dans les semaines à venir. Alors, tous ces équipements qu'on raccorde, IoT, que ce soit nos utilisateurs, toutes nos applications, tout notre Wi-Fi, font une pression, mettent une pression encore plus forte sur les infrastructures réseau. Et le Wi-Fi est un bon exemple. Plus vous avez d'utilisateurs sur le Wi-Fi, et plus évidemment vous pouvez avoir de trafic. Et vu les nouveaux standards qui vous ont été présentés il y a maintenant 2 semaines par Federico Zeliotto, vous comprenez que vous pouvez, peut-être le lien giga entre l'access point et le switch d'accès ne suffisent pas. Donc déjà, on comprend le besoin de décentraliser un petit peu le traitement des flux, avec des architectures distribuées comme SD Access. Et on comprend également que on va peut-être vouloir passer à autre chose que du gigabit Ethernet, du multi-gigabit Ethernet, donc 2 giga 5 giga, entre le switch et l'access point, et puis éventuellement après augmenter la distri
entre les connexions accès distri ou accès cœur ou distri cœur, potentiellement passer au 25 Go. Pourquoi pas le 40 Go, le 100 Go sur le cœur. Hein, donc c'est pour ça que toute la gamme Catalyst 9000 fournit aujourd'hui la connectique qui va bien, des ports 25 Go. Alors les ports hybrides, hein, c'est du SFP qui fait à la fois 10 Go, 25 Go, et puis après la connectique qui fait à la fois que SFP qui font à la fois 40 Go, 100 Go. Donc, les ports mGig, on va avoir tout un panel de support mGig, du 9200 au 9300, 9400, 9600. Hein, donc, évidemment, le 9500 est plutôt sur la partie optique, sur l'agrégation optique. La carte sur 9600, 48 ports est nouvelle. Alors, attention, on n'a pas de PoE hein, sur 9600, c'est vraiment un switch de cœur. Donc, le PoE n'a pas forcément son intérêt à ce niveau-là. Par contre, on a la capacité de supporter sur ces interfaces bien, du 10 Go. Je rappelle que mGig, c'est 2 Go, 5 Go, 10 Go. 10 Go, c'est tout à fait compatible avec du 10 gigabit Ethernet cuivre. Hein, donc, à la question, est-ce que je sais faire du 10 gigabit Ethernet sur un Catalyst? Oui, vous pouvez le faire, bien évidemment, sur toute la gamme, dès le 9200L jusqu'au 9600. Un petit mot maintenant sur la haute disponibilité, parce qu'à un moment donné, rajouter des fonctions, c'est bien, mais je pense que la base, c'est que ça se fasse en respectant, en s'assurant que derrière, on garantit cette disponibilité qui est, on va dire, le premier critère sur lequel on est tous évalués. Avoir un beau réseau qui ne marche pas, c'est pas terrible. Et Catalyst 9000 les Catalyst 9000 ont vraiment été conçus autour de ces principes de haute disponibilité, et ça à tous les niveaux. Déjà d'un point de vue plateforme, avec des fabrications de plateformes, avec tout ce qui va être modulaire hein, et redondant, la partie fan et power supply. Dès le 9200, on a des blocs d'Alim qui sont redondants modulaires. Donc on a ça sur toute la gamme. Pour les châssis, la capacité de pouvoir faire tourner des supervisors redondantes en s'appuyant sur des principes qui ont fait leurs preuves déjà depuis des années avec Stateful Switchover et Non-Stop Forwarding pour pouvoir garantir le traitement, le forwarding en cas de perte d'un supervisor. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, ces mécanismes NSF-SSO sont complètement les mêmes dans un environnement de stack, puisqu'en fait, dans un stack, en fait, on a deux switches qui gèrent le rôle de subactive et de substandby, et le comportement d'un stack est très proche et même exactement le même que celui d'un châssis finalement. Donc, la conception de la redondance dès la conception de la plateforme, dans les designs, avec StackWise Virtual, hein, qui permet exactement comme VSS d'avoir cette redondance, de pouvoir effectuer de l'ISSU quand c'est nécessaire hein, pour pouvoir upgrader sans perte de paquet. Et puis tout ce qui est Graceful Insertion Removal, ça c'est quand on est dans un environnement L3, Layer 3. Graceful Insertion Removal, l'idée, c'est que vous avez la capacité de faire une maintenance sur un équipement, de dire ok, je vais commencer ma maintenance, automatiquement ça va mettre un poids maximal sur tous les liens. Hein, donc d'un point de vue routage, ça va enlever le trafic progressivement de l'équipement, ça va le faire passer par ailleurs. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre maintenance sur l'équipement, vous remettez l'équipement, vous avez upgradé, vous mettez l'équipement, et puis après vous pouvez remettre, stopper votre maintenance, hein, c'est une ligne de commande, et après ça remet les poids standards et ça refait passer le trafic par l'équipement. Donc il y a zéro perte de paquet et on va dire un contrôle très fin de vos maintenances, de vos upgrades. Et puis le dernier point, c'est la résilience d'un point de vue opérationnel. Je vais commencer par quelque chose qui est super sympa, c'est le patching. Hein, vous savez que l'iOS XE, je dis, il n'a pas grand-chose à voir avec l'iOS qu'on a depuis des années, même si d'un point de vue syntaxe, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas perdu, mais vous allez pouvoir patcher votre operating system. Éventuellement, même faire du hot patching, c'est-à-dire corriger potentiellement un bug ou un problème sans avoir à rebooter la plateforme. Et ça, c'est super important, cette capacité de patcher, parce que vous doutez bien que si jamais vous avez un bug, je ne sais pas, sur SLMP, vous n'avez pas forcément envie de revalider un operating system complet.
ou s'il y a une faille de sécurité sur SNMP, vous ne voulez peut-être pas revalider l'operating system complet, celui qui tourne sur vos centaines de switches. Vous êtes peut-être très content de pouvoir dire j'applique juste un petit patch pour corriger ce problème, et puis derrière, je suis tranquille. D'autres points également, hein, l'upgrade d'image en ISSU pour pouvoir avoir un impact minimal sur le trafic. Puis on a maintenant quelque chose qui s'appelle XFSU, qui permet d'upgrader ou de reloader un Catalyst 9003 avec un packet loss qui est minime. Je vais revenir sur ces points-là. Donc, le message ici, c'est que, ouais, on a travaillé bien évidemment sur des choses qui sont super sympas, automatisation, assurance et sécurité. On n'a pas oublié la base. Et non seulement on l'a pas oublié, mais on a enrichi la base, on a travaillé sur la base de manière très forte pour pouvoir vous garantir la stabilité qui est vraiment nécessaire sur vos réseaux. Donc, sur le 9600, on a maintenant le quad super pair. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un stack WAS virtuel de 9600, hein, donc un de cluster, même si je n'aime pas trop ce terme-là, et dans chaque 9600, 2 SUP, hein, et la capacité, en cas de perte d'une SUP. Donc non seulement on a une bascule hein, sur le deuxième châssis qui devient actif. Alors attention, hein, actif d'un point de vue control plane, dans data plane, tout le monde est actif. Hein. C'est assez effrayant, mais je ne sais pas depuis combien d'années on a VSS, mais encore des clients qui pensent que le trafic ne passe que par un équipement. Quand on parle de switch actif, c'est d'un point de vue control plane. D'un point de vue data plane, tous les équipements sont actifs. Le trafic est équilibré sur tous les équipements. Donc attention à ça. Là, l'idée, c'est que même si on perd une SUP hein, dans un châssis, eh bien, on va avoir une SUP qui va redémarrer, la deuxième SUP va redémarrer pour pouvoir justement garantir que les deux nœuds de notre stack WAS virtuel continuent de forwarder des paquets. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'être plus rapide hein, dans la gestion des pannes. Hein, bon, heureusement, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais bon, dans des usines, c'est des choses qui sont aux hôpitaux. Il faut quand même qu'on ait des temps de réponse ou des impacts qui sont minimums. Alors déjà, ce que vous voyez, c'est que on n'a jamais de panne, c'est-à-dire on n'a jamais 0% de la capacité qui est disponible. Hein, c'est-à-dire même quand on a perdu une SUP, le deuxième châssis est là, hein, donc on a toujours au moins 50% du système qu'il faut avoir des paquets. Le point, c'est de diminuer le temps pendant lequel eh bien, on n'a plus qu'un switch qui est présent. Hein, et grâce à Quad Super Pair, ce qu'on voit, c'est qu'on a juste besoin de remonter les line cards, on n'a pas besoin de rebooter la SUP, donc on gagne un temps qui est assez conséquent de plusieurs minutes sur le temps de demi-disponibilité de l'ensemble du stack WAS virtuel. Un autre point qui est assez exceptionnel, c'est le Fast Software Upgrade qui est disponible sur le Catalyst 9300. Alors, je ne vais pas détailler ici, vous ferez attention sur les restrictions, c'est-à-dire les cas dans lesquels on peut utiliser cette fonctionnalité. C'est disponible dans certaines architectures, pas forcément dans d'autres, il faut donc penser à regarder ce point-là. L'idée, c'est le suivant, c'est que aujourd'hui, quand vous rebootez un Catalyst 9300, si vous ne faites rien, eh bien, tout va rebooter. Donc, il y a le control plane qui va tomber et le data plane va s'arrêter également. On a la capacité de pouvoir rebooter le control plane, donc notamment pour faire un upgrade du switch. Hein, vous allez pouvoir rebooter votre operating system tout en laissant le data plane up and running. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que eh bien, les paquets continuent d'être forwardés selon les derniers états qui étaient connus dans le switch. Donc ça permet quoi? Vous faites votre reload, vous faites votre upgrade, le switch continue à forwarder, et puis après, quand le switch a rebooté, évidemment, il faut resynchroniser le control plane et le data plane, et là, on va avoir une petite indisponibilité. On a encore une démo hier, la disponibilité, alors ici on affiche 30 secondes, je peux vous assurer que hier on avait moins de 3 secondes d'indisponibilité, c'est-à-dire qu'on voyait on voit le switch s'upgrader hein, dans les tests, on voit le switch redémarrer, et pendant ce temps-là, les paquets continuent à se forwarder. À la fin de l'opération, oui, il y a une resynchronisation entre le control plane et le data plane. Cette synchronisation, ici on affiche 30 secondes, vous savez, chez Cisco, on est quand même très conservateur sur notre façon de communiquer sur les chiffres, mais ça peut être bien plus rapide selon les environnements.
Donc reload fast, juste une ligne à taper quand vous allez faire vos reloads. D'un point de vue architecture, et ça complétera un petit peu mon message sur la partie couteau suisse. Alors on a démarré avec un peu de retard et je pense que vous avez vu que j'étais bavard et sur le cas des 5000 il y a beaucoup de choses à dire, donc on finira vers midi. Sur la partie architecture, le message, à nouveau, hein, c'est que le Catalyst 9000, c'est ce couteau suisse qui nous permet vraiment d'adresser tout type de design. Des designs standards, axés, district-cœur, des designs plus complexes sur lesquels on va avoir besoin d'un cœur éventuellement MPLS pour pouvoir offrir des services de virtualisation de Layer 3 VPN pour interconnecter des sites entre eux. Alors, Layer 3 VPN, ça peut être du VPLS également. Et puis des technologies de fabrique. Alors des technologies de fabrique en mode, comme on dit, turnkey, c'est-à-dire clé en main, comme SD Access, où le DNA Center fait tout pour vous avec l'intégralité des services. Mais vous avez également le mode do-it-yourself avec VXLAN et VPN, dans lequel vous allez pouvoir construire votre fabrique selon les principes qui vous sont chers, que vous voulez implémenter, et sur lesquels vous avez la liberté de faire toutes les configurations qui sont bonnes. D'accord ? Donc, vous avez sur le même hardware, les mêmes SUP, et ça c'est unique sur le marché, la capacité d'adresser tous ces cas d'usage, sans avoir à changer d'opérating system, des choses compliquées. Vous pouvez faire tout ça de manière extrêmement simple. Ça c'est extrêmement unique. Et on a la capacité également via les SDM templates que j'ai introduits un petit peu précédemment, de pouvoir ajuster un petit peu la mémoire du switch, ou le comportement du switch, selon les use cases dans lesquels on se place. Hein, si vous êtes sur du pur layer 3, peut-être que vous voulez recycler des entrées de mémoire layer 2, de les recycler dans le layer 3. Hein, pareil, si vous avez beaucoup de multicast, peut-être que c'est quelque chose que vous voudriez faire. Alors, oui, c'est important. Dans n'importe quel switch du marché, oui, vous avez de la mémoire. Oui, il y a des problématiques de scale. Ici, on est très clair, très précis sur la manière dont tout ça est fait. Et vous savez, du coup, comment vous pouvez faire les designs qui vont bien. D'accord ? Donc, à un moment donné, le message, à nouveau, hein, je rappelle, c'est illusoire de penser qu'on prend... j'ai une expression américaine que j'aime bien qui s'appelle lipstick on a pig. C'est vous avez beau mettre du rouge à lèvres sur un cochon, ça reste un cochon. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'on voit bien l'importance d'avoir du scale, d'avoir de la haute disponibilité, d'avoir des fonctions sur les équipements réseau, parce que vous avez beau mettre un contrôleur ou du software au-dessus n'importe où, si l'équipement ne sait pas faire, il ne sait pas faire. On a des nouveaux SDM templates d'ailleurs qui sont là également pour l'agression layer 2, pour des réseaux niveau 3 vraiment plutôt centrés sur des designs MPLS VPN, et puis capacité éventuellement de rendre ça un petit peu plus dynamique. Donc sachez qu'on étoffe, on rajoute toujours plus de templates selon les feedbacks qu'on reçoit de nos clients. Alors, ça c'est nouveau, hein, en 17.2.1, donc la dernière version, celle sur laquelle j'ai fait la démo d'ailleurs, hein, j'étais en 17.2.1, vous l'avez peut-être remarqué, donc vous avez cette capacité. Donc, d'un point de vue architecture, hein, vous avez vu, je vous ai dit MPLS traditionnel, je vous ai parlé de fabrique SDA ou fabrique VXLAN VPN. Pareil sur la manière d'architecturer vos réseaux. Est-ce que vous êtes sur un design 3 tiers axé district cœur avec du layer 3 entre le district et le cœur du stack web virtual en distri? Est-ce que vous êtes sur du collapse core avec une architecture à 2 niveaux axé qui remonte vers le cœur en stack web virtual? Est-ce que vous êtes sur des boucles, des anneaux avec des protocoles comme REP qui permettent d'avoir une convergence extrêmement rapide, hein, pour la gestion de ces anneaux et pouvoir se débarrasser également de spanning tree? Tout ça est possible également sur la même plateforme. D'accord ? Donc ça, c'est également c'est unique sur le marché d'avoir toutes ces capacités, hein, donc adresser tous les features, tous les cas de déploiement sur le même hardware. Je vous ai dit 2 modes de fabrique SDA, qui
pour moi, c'est pas une fabrique, SD Access. Hein, je rappelle, SD Access, c'est une solution qui s'appuie sur une fabrique. Mais le but de SD Access, c'est d'avoir cette automatisation dans Data Center, c'est d'avoir cette micro-segmentation, c'est d'avoir cette visibilité applicative, cette visibilité sur l'expérience utilisateur, pour être plus précis. D'accord? Donc, ça, vous pouvez opter pour ça. Vous pouvez également opter pour le mode Do It Yourself. Hein, si vous pensez que vous préférez tout contrôler, utiliser BGP comme control plane, si vous voulez pousser les configurations à la main ou via Ansible ou via n'importe quel automate de votre choix, si ça c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Hein, vous savez, Cisco, on adresse un marché qui est tellement large qu'on ne peut pas s'enfermer dans une seule logique, et c'est pour ça que le Catalyst 9000 offre autant de possibilités. Donc Catalyst 9000 vous permettra d'implémenter vos fabriques BGP VPN avec un nombre de fonctionnalités qui reste super important. Hein. Donc là, c'est les dernières fonctionnalités qui sont sorties. Pour vous donner un exemple de la richesse sur l'implémentation de VXLAN VPN, on est tout à fait capable de faire du handoff vers du VPLS ou du MPLS. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez votre fabrique VXLAN et VPN, et si vous voulez sur le même switch repartir sur un VPLS qui serait existant, hein, c'est-à-dire que vous aviez un VPLS et puis éventuellement vous voulez le prolonger vers une fabrique VXLAN et VPN, vous pouvez le faire, et ce sur la même boîte. Hein, c'est la même boîte qui va assurer la connexion, parce qu'on parle de handoff ici, ou de stitching hein, entre les deux. Pareil pour en Layer 3, si vous voulez faire du Layer 3 VPN. Ça, c'est absolument unique sur le marché. Je vous ai parlé un petit peu de MPLS, hein, qu'on a pu rajouter grâce à notre fabrique, grâce à notre ASIC UADP, hein, qui permet de rajouter toutes nos fonctions. Donc du Layer 2 VPN avec VPLS, HVPLS, du Layer 3 VPN, du MPLS sur GRE, hein, pour pouvoir faire de la segmentation si on a un réseau IP en underlay, et puis éventuellement du multicast, au-dessus de ces réseaux MPLS avec toute cette logique d'inter-AS. MPLS, évidemment V4, tout ce qui est support de VPN V6. Donc on a également quelque chose qui est très riche à ce niveau-là. Et pour ceux que ça intéresse, je peux vous assurer qu'il va encore y avoir des choses canons qui vont arriver cet été. Donc je vous encourage à suivre l'actualité à ce niveau-là. Donc, alors, tout ça à partir du 9300, hein, comme VXLAN VPN également à partir du 9300. Et puis SD Access, hein, le 9000, c'est vraiment la plateforme de support pour le Software Defined Access avec tous les services, tout le scale qui est nécessaire. Alors, si on a assuré la protection des investissements en rendant possible l'implémentation d'SD Access sur du 3850, sur du 4005, sur du 6008, ça, c'est plus simple, on va dire, aujourd'hui, et ça permettra d'avoir plus de scale, plus de services, de faire ça sur du Catalyst 9000. Mais on a cette possibilité qui est disponible. Alors, dans cette logique de déploiement, on a notamment ce que j'ai abordé assez brièvement la semaine dernière, c'est cette notion de fabric in a box, avec la capacité, par exemple, sur un Catalyst 9000, de gérer à la fois les fonctions de border node, control plane node, edge node, et voire de contrôleur Wi-Fi. Hein, le Catalyst 9000 peut embarquer cette fonction de contrôleur Wi-Fi dans un use case SD Access. Voilà, et puis cette interconnexion avec l'IoT. Donc tout ça c'est possible grâce au Catalyst 9000. J'ai volontairement flouté, et je me rends compte que j'étais pas assez flouté la roadmap, mais le message ici, c'est que ça déploie très vite, ça développe très vite. Et pourquoi on développe très vite? Parce que l'iOS X, c'est le même sur Catalyst 9000 et sur nos ASR 1000 et sur nos Catalyst 9800 sur le wireless. Ça veut dire que basculer une fonction de gauche à droite, c'est extrêmement simple. D'accord? C'est juste du testing. Donc quand on a voulu implémenter VXLAN et VPN sur Catalyst 9000, on a pris le code qui était disponible sur l'ASR 1000, copier-coller, terminé. Pareil pour les fonctions MVPN, pareil pour les fonctions layer de VPN, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu l'idée, vous voyez pourquoi ça va si vite et pourquoi on va continuer d'aller très très vite avec la qualité software qui est derrière. Donc là, évidemment, il va falloir attendre
juillet. Je rappelle, on a 3 releases par an. La release d'été, c'est la release Extended Maintenance Release, hein, qui a une durée de vie plus longue, sur laquelle il faut se greffer hein, pour avoir un support plus long, avec des releases plus technologiques qui arrivent à l'automne et au printemps. 17.2 qui vient de sortir, donc ça fait des releases toutes les 4 mois, et ce qui permet de comprendre un petit peu comment tout est disponible. Alors sur les plateformes, là je vais aller vite, et je suis persuadé que mes collègues ont répondu à plein de questions dans le Q&A déjà sur les plateformes. Donc 9600, c'est vraiment la plateforme de cœur qui offre la résilience, la redondance maximale avec une double sup. Hein, donc c'est un châssis avec 6 slots, 2 slots pour les sup, d'accord, et puis après 4 slots pour les line cards. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que 4 slots pour les line cards, oui, mais quand on voit que c'est des line cards avec potentiellement 24 ports 100 Go ou 48 ports 25 Go, bon, on se dit que c'est déjà pas mal, d'accord. Donc un scale qui est impressionnant et tout le support des fonctions dont j'ai parlé. Et on s'appuie sur un UADP, c'est l'UADP 3, hein, qui est vraiment l'UADP, la ZIC UADP qui offre le plus de scale et le plus de performance aujourd'hui. Alors, cette UADP 3, on va aussi le retrouver sur les 9500. Hein, c'est la même chose, mais en version pizza box. Hein, donc, c'est un rack unit. Un rack unit qui va pouvoir faire une agrégation, alors qu'on a les 9500, on va dire, standard. Et on a maintenant les 9500 high performance qui permettent d'avoir, par exemple, 48 ports 10-25 Go, avec, d'ailleurs ici, avec 4 ports d'uplink 40-100 Go. On a les modèles 32 ports 100 Go, enfin 40-100 Go. Donc on a vraiment ce qu'il faut derrière pour fournir la performance qui va bien quand on a une densité de ports qui est plus faible. Et encore 48 ports 25 Go, c'est pas mal. donc voilà, plateforme qu'on voit beaucoup en distribution, avec du 9006 quand on a des besoins de distribution avec un petit peu plus de densité, et surtout quand on a besoin de résilience intrinsèque à la plateforme. Là, on a 2 cartes sup. Évidemment, sur un 9500, on n'a qu'un supervisor hein, qui est intégré. On n'a pas cette modularité à ce niveau-là. Cette résilience, on va la voir grâce à StackWise Virtual, hein, qui va nous permettre de faire notre châssis à base de 9500 hein, qu'on va pouvoir interconnecter en Ethernet et qui vont se comporter comme un seul switch. Sur l'accès, alors on voit surtout sur l'accès, on voit aussi parfois sur la distribution. Voilà, comme le 4500, on envoyait sur l'accès, on voyait sur la distribution, mais c'est la philosophie de 9400, c'est principalement quand même de l'accès. Alors en 4 slots, 7 slots et 10 slots, hein, donc des modèles avec à chaque fois, hein, comme l'était le 4500, 2 cartes sup avec des ports d'uplink, et puis après derrière la capacité d'avoir un maximum de puissance, hein, des alim jusqu'à 3200 watts, et puis des cartes derrière qui vont pouvoir cracher du 90 watts comme je l'ai présenté préalablement. L'avantage du châssis, vous connaissez l'histoire, hein, c'est comme on a le 4500 avec des durées de vie qui sont énormes, là vous avez votre châssis, on peut possiblement besoin de nouvelles fonctionnalités qui nécessiteraient des nouvelles sup, et c'est tout à fait possible, possible de changer des line cards, et puis évidemment vous perdez une sup où vous avez besoin d'upgrader le châssis, vous pouvez le faire sans impact sur le trafic. Donc on a vraiment cette redondance intrinsèque à la plateforme. Donc comme l'était le 4005, le 9400, c'est la plateforme qui va offrir le plus de redondance grâce à ses sup, grâce également à son form factor. Hein. Alors vous le voyez peut-être pas sur le schéma, mais la profondeur est assez faible, ce qui permet de pouvoir racker cet équipement dans des lieux assez particuliers. Comme on l'a vu sur le 4500, on a des durées de vie de 15-20 ans sur les plateformes. Là, voilà, on est sur la même lancée avec un leadership sur tout ce qui est PoE et la capacité éventuellement de faire changer la connectique sans avoir à toucher le châssis, ce
qui est assez confortable d'un point de vue maintenance. Hein. Changer une line card, c'est quand même plus simple que d'aller remplacer un switch dans un stack et de recabler l'arrière du stack ou des choses comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Les gammes 9003, hein, je rappelle, à chaque fois, on a une modularité des alims et des fans, modularité et redondance, avec pléthore de modèles. Pourquoi pléthore de modèles? Oui, on aimerait bien qu'il n'y ait qu'un seul modèle, mais à un moment donné, ben oui, il y a des accès giga, des accès avec du MGIG, des accès qui n'ont pas besoin de PoE, des accès où il y a besoin du PoE, etc., etc. Donc tout ça vient rajouter des modèles. Et puis on a le 9300L qui est disponible avec les uplinks qui sont fixes, d'accord? Donc il faut voir le 9300L un peu comme un intermédiaire entre un 9200 et un 9300, d'accord? Donc sur le 9300L, la particularité, c'est que le stack, il faut un module pour pouvoir rajouter le stack, alors que c'est intégré sur la partie 9300. 9300 avec toutes les fonctionnalités, bien évidemment, qui sont disponibles. C'est vraiment la plateforme phare à l'accès, qui a été complétée récemment avec des modèles, comme on l'avait sur le 3850, des modèles pure SFP, pour de l'accès FTTD, notamment un Fiber to the Desktop, la capacité d'avoir une haute densité giga SFP. On a ça également dans certains environnements industriels, ou semi-industriels devrais-je dire, et tout ça peut s'insérer dans des stacks existants. Les nouveaux 9300 UPoE+, 90 watts par port, dont je vous ai déjà parlé, avec ces alimentations Platinium. Hein, je rappelle la logique de ce terme, c'est qu'on a une conversion d'analogique vers, on a une puissance utile qui est largement supérieure. Si on a très peu de pertes lors de la conversion de l'énergie, de l'alimentation en courant alternatif vers évidemment le courant continu qui permet de faire fonctionner l'équipement. Donc des alimentations aujourd'hui jusqu'à 1100 watts. D'autres alimentations devraient voir le jour pour pouvoir encore avoir une plus forte densité, UPoE+. Et puis cette gamme dont je vous ai parlé, les 9300L, qui se retrouvent des fois un très bon compromis quand on voudrait le 9300, mais qu'on se pose la question du 9002, et finalement ben voilà, on va converger sur ce choix intermédiaire également parfois en termes de prix, hein, dans la gamme, et qui va être très bien positionné, donc qui va faire en gros les fonctionnalités du 9300 avec un scale un petit peu moins important, et puis également on va pas avoir certaines fonctionnalités. Je crois que j'ai listé ça ici. Les différences, c'est les uplinks qui sont fixes. On n'a pas Stack Power. Je rappelle, Stack Power, c'est la capacité, hein, de pouvoir partager l'alimentation d'un switch avec un autre switch, hein, de backuper l'alimentation d'un switch avec un autre switch. On a une densité MDIC qui est un petit peu moins importante. On n'a pas d'uplink de 25 Go sur le 9300L. Et puis on a un stack qui est à 320 Go au lieu de 480 Go. Donc un petit peu moins de performance sur le stack, même si vous conviendrez que 320 Go, je pense que c'est largement au-dessus de ce qu'on peut avoir globalement sur le marché. Et puis le 9200L, là aussi on ne cède rien sur la modularité et la redondance au niveau des fans et des power supply. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne cède rien à ce niveau-là. On a également des modèles avec des ports NGIG, c'est-à-dire que et tous ces modèles, bien évidemment, vont supporter les fonctions réseau de base. Hein. Si vous voulez un switch qui fait de layer 2, de layer 3, rassurez-vous, vous aurez ce qu'il faut sur cette gamme-là. Donc finalement, avec tout ça, comment les utiliser, ces équipements? Globalement, sur un site distant de base, simple, éventuellement, on peut imaginer du 9200. Dès qu'on va avoir des sites un peu plus critiques, 9300L peut être plus intéressant, parce que sur ces sites critiques, on va être intéressé par les fonctions de sécurité dont j'ai pu parler tout à l'heure, avec notamment ETA, avoir un peu plus de haute disponibilité, exactement, un petit peu plus de visibilité sur les flux.
Donc le 9300L va pouvoir nous apporter tout ça. Également plus d'options si je veux être déployé dans un mode fabrique, hein, je vais pouvoir l'avoir grâce au 9300L. Et puis sur les campus, les sites plus importants, souvent on va privilégier le 9003 ou le 9004 à l'accès pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des fonctions qui vont bien. Voilà. Donc bien évidemment pour toute l'histoire Intent-Based Networking, DNA, le 9300, à partir de la gamme 9300, 9300L, c'est là que vous aurez, on va dire, vous serez le plus dans l'histoire, hein, pour simplifier ça. Alors, un point d'attention, vous savez que chez Cisco, on est très propre sur la façon d'annoncer nos durées de vie de produits. Hein. C'est-à-dire qu'on a une annonce qui est anticipée. 1 an à l'avance, on va vous annoncer la fin de vie. Hein. Donc là, il y a déjà plusieurs mois, on a annoncé la fin de vie des 3850, des 4500E, des 4500X, des 6880, 6840 et des Catalyst 5500. Alors attention, pas des 6008. Hein. Les 6008, il n'y a pas de plan de fin de vie des 6008. Mais alors pourquoi on annonce cette fin de vie? On a aujourd'hui des solutions de remplacement qui sont très évidentes avec les 9003, 9004, 9005, 9006. Donc ce sont des plateformes qui, voilà, je dis 3850, c'était 2013 le lancement, il y a 7 ans. Et après, vous voyez, l'annonce de fin de vie a eu lieu en 2019, la fin de vie en 2020, mais la fin du support, c'est 2025. Ah, donc ça fait une plateforme finalement qui va pouvoir, qui aura vécu pendant 12 ans et fournit les services escomptés. Donc on est là aussi, on est très propre sur notre façon de gérer nos fins de vie de produits. Et on sait qu'on a pu annoncer cette fin de vie parce qu'on sait que globalement le marché est très réceptif à la gamme Catalyst 9000 et que cette migration va se faire pour le meilleur, je pense, chez nos clients. Donc, même s'il n'y a pas la fin de vie sur tous les produits, hein, je ne vais pas parler de fin de vie de 2960X, de 3650, pensez-y dès à présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous commandez un 2960X ou un 2960XR, dites-vous bien que peut-être vous avez quand même intérêt à aller vers cette gamme Catalyst 9000 qui va vous offrir bien évidemment plus de services, 3050L vers le 9300L. Le 2960XR, je pense que le 2960XR c'est 9200, mais voyez aussi le côté 9300L, on a beaucoup de cas dans lesquels les 2960XR sont remplacés plutôt par du 9300L, voire du 9003, hein, parce qu'on a des besoins de certaines fonctions, donc regardez ça. Et puis, bon, je rappelle ici, on a aussi le Catalyst 1000, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il n'est pas vraiment intégré pleinement dans l'histoire DNA. Mais si aujourd'hui vous aviez des catalystes des 2960L ou des 2960P, vraiment toute entrée de gamme, sachez que vous pouvez regarder également côté Catalyst 1000, qui sont des nouveaux switches qui sont faits, hein, pour permettre le remplacement de cette gamme-là, justement. Avec une réflexion simple, axée sur la Web UI, on n'est pas forcément dans une logique DNA avec DNA Center et tous les services qui vont avec. Ces équipements, et je terminerai par ça, je vois qu'il est midi, ces équipements, on a simplifié grandement le modèle de licensing par rapport à avant, on avait du LAN-based, l'IP-based, IP Services, sur du Catalyst 6005, on avait de l'Advanced Enterprise Services, de l'Advanced IP Services, on en avait beaucoup, etc. Le point aujourd'hui, il n'est pas de savoir si on est sur la différence, elle n'est pas de savoir si on fait de l'OSPF ou du BGP, c'est pas tellement ça le différenciateur. Le différenciateur, c'est de comprendre est-ce qu'on va utiliser des fonctions type DNA, est-ce qu'on va vouloir faire de la microsegmentation? Est-ce qu'on va vouloir implémenter du full flexible netflow? Est-ce qu'on va vouloir faire du plug and play, etc., etc. D'accord? Donc, nos équipements, ils ont un stack réseau qui est perpétuel. D'accord? C'est le stack network qui est perpétuel. C'est-à-dire que vous avez un switch, vous avez des fonctions OSPF, BGP, etc. Donc vous choisissez en essentiel ou advantage. Hein, donc vous voyez en advantage, déjà on ne parle pas de savoir si on supporte, je sais pas, des routes statiques ou pas. Hein, on parle de savoir si on supporte du VXLAN, du TrustSec, etc. Donc des fonctions assez avancées, du MPLS VPN. Donc ces fonctions réseau,
elles sont perpétuelles. Il y a essentiel, donc c'est on va dire un switch de base, Ethernet avec un petit peu de routage, etc. Et puis il y a les fonctions Advantage dans lesquelles vous voyez toute la richesse IP, toute la richesse réseau. On parle de multicast VPN, on va parler de PIMBD, on va parler de Fabric, on va parler de MACsec 256, etc., etc. Donc ça, c'est perpétuel. Vous avez compris, ces switches-là, ils rentrent dans un environnement DNA qui est software piloté par le DNA Center. D'accord? Et pour exploiter ces fonctions DNA, d'accord, ben, on a ces licences DNA qui, elles, ont une durée de vie de 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Un bon exemple, c'est si vous voulez faire du plug and play, ben, oui, il faut qu'il y ait le switch, et le switch va parler avec DNA Center. Pardon, le switch va parler avec DNA Center. Et donc pour ça, ben, il faut une licence DNA sur le switch pour que l'équipement réseau puisse discuter avec DNA Center. Voilà, donc c'est cette partie-là qui a une durée de vie de 3 ans, 5 ans et 7 ans. À expiration, il ne se passe rien, et je rappelle que cette partie réseau a une durée de vie infinie. Et pour finir, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, de savoir quelle est la différence entre les différents équipements. Je vous laisse ça en référence, ce sera dans les slides que vous recevrez. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'ai un petit peu dépassé sur le temps, c'est vrai qu'on a commencé avec pas mal de retard, pas mal de déboires sur la connexion audio du WebEx. Voilà, donc voilà, rappelez que le 9000, à nouveau, mon message, s'adapte à tous les cas de figure, tous les types de fonctionnalités, tous les types de déploiements, toutes les architectures, et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique sur le marché. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.